De retour sur le plateau de La Tranche Info, place maintenant à l'échange dans ce focus. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure publicitaire, nous allons revenir sur une des histoires qui vous a beaucoup marqué en 2020, à savoir le décès de Claude Jean-Pierre suite à un contrôle de gendarmerie qui visiblement a très mal tourné. On attend encore les conclusions d'une enquête ou des avancées. Et pour en parler ce soir, nous avons Christophe Sinan, le beau-fils de Claude Jean-Pierre, qui est en compagnie de sa fille Fatia Alcabella. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir la Guadeloupe. Alors pour cette rentrée, on a décidé quand même de remettre en lumière cette affaire. Ça fait quand même bientôt 2 ans qu'on attend des conclusions, qu'on attend des avancées dans cette affaire. Est-ce que quelque chose s'est passé ces derniers temps, quelque chose de nouveau, ou bien on est toujours au même point, c'est-à-dire rien? Alors aujourd'hui, on est arrivé en fin d'instruction. Donc c'est-à-dire que aujourd'hui, le juge d'instruction est arrivé en fait quasiment au terme de l'exploitation de tous les éléments qui sont présents dans notre dossier. Donc on a eu des réquisitions, des demandes d'actes qui ont été faites. Donc, dans notre dossier aujourd'hui, on a la vidéo de l'interpellation, entre guillemets. On a des éléments médicaux qui montrent bien, qui corroborent en fait les images qu'on a pu voir. Donc, l'extraction a occasionné et a causé la fracture des 2 vertèbres. Donc, on en est là aujourd'hui, arrivé au terme de l'instruction avec une grande attente sur la décision du juge d'instruction. Donc tout semble indiquer que c'est bien l'interpellation qui a causé le décès de votre papa. Tout à fait. Donc en respectant le secret de l'instruction, on peut quand même dire que tous les éléments qu'on a dans notre dossier vont dans ce sens-là. Est-ce qu'on peut dire que le rythme de la procédure est normal ou ça prend particulièrement beaucoup de temps? C'est compliqué, on dira, c'est compliqué. Nous, on trouve ça forcément très très lent. Après, on nous dit souvent que le temps de la justice n'est pas le temps des familles, malheureusement. C'est ce qu'on essaie de nous faire croire et comprendre. Mais il faut quand même réaliser qu'on a une vidéo qui a été rendue publique, et malgré ça, les mises en cause ont juste le statut de témoin assisté. Et on se rend compte que dans beaucoup d'autres affaires, ça va beaucoup plus vite. Ou dans d'autres affaires également où il y a des violences policières avec des vidéos exploitées, qu'il y a systématiquement, en général, des mises en examen, par exemple l'affaire Cédric Chouga, l'affaire Michel Zecler, qui ont entraîné des mises en examen, l'affaire Olivier Gomes également. Donc, nous, on se pose des questions. Pourquoi nous, chez nous, en Guadeloupe, c'est aussi lent? On a quelques éléments de réponse, mais on continue justement ce travail de communication, ce travail de pédagogie pour sensibiliser sur le fait que là-dessus, il se passe quelque chose d'anormal. Mais pour l'instant, on n'a aucune mise en cause, on a juste encore des témoins assistés, au bout de presque 2 ans. C'est ça, au bout de presque 2 ans, ils ont le statut de témoin assisté, et nous, on se bat, Fatia et moi, tous les jours, tous les week-ends, on se déplace, on fait pas mal d'actions, on est sur le terrain, on essaie de sensibiliser pour que le nom de Claude ne tombe pas dans l'oubli. C'est notre combat aussi aujourd'hui. Alors effectivement, chaque semaine, vous êtes mobilisés. Bon, ça fait bientôt 2 ans. Vous ne lâchez vraiment pas l'affaire. Vous rencontrez encore d'autres familles qui sont dans le même cas que vous? Oui, malheureusement, on rencontre tous les jours, toutes les semaines, des nouvelles familles. C'est des personnes de tous horizons. Malheureusement, il y a une tendance à avoir beaucoup plus de cas, on va dire, d'affaires sur les personnes racisées. Et en fait, c'est aussi là le combat qu'on mène. On essaie de venir en aide aux personnes, de conseiller, de donner certains éléments juridiques, parce que dans les affaires de violences policières, il faut savoir qu'on a en face de nous un système très rodé, une machine judiciaire qui est bien rodée. Donc, on essaie d'être là pour tendre la main, conseiller, tout comme on l'a fait avec nous, parce que au tout début de notre combat, on était en Guadeloupe. La Guadeloupe nous a beaucoup aidés, beaucoup conseillés, beaucoup guidés. Et c'est vrai qu'à notre retour en France, on se sentait un petit peu perdu parce que l'affaire n'était pas du tout connue en France. Et on a rencontré des personnes comme par exemple Rokhaya Diallo, comme la famille Diagne qui nous ont tendu la main, comme Assa Traoré. Et en fait, c'est ce travail-là que nous, on essaie aussi de faire,
de retransmettre ce qu'on nous a donné. Malheureusement, on a ce travail-là à faire, puisqu'il y a de plus en plus de cas, malheureusement, et les personnes ne sont pas forcément guidées, ne savent pas forcément ce qu'il faut faire au niveau juridique. Donc on peut dire que si vous tenez bon, c'est pour éviter justement que tous ces types d'affaires soient passés sous le tapis ? Oui, entre autres. On tient bon parce que justement, on ne veut pas que mon père soit diabolisé, comme souvent c'est le cas dans les affaires de violence policière. Faut savoir qu'il avait 67 ans, un jeune retraité, ancien maçon, qui n'a jamais eu de problème avec la justice. Donc en fait, nous, on continue le combat pour que sa mémoire reste intacte et qu'on se rappelle de ce fait. On ne veut pas que ce fait reste impuni. Donc c'est vraiment important pour nous de continuer ce combat-là par rapport à ça et surtout par rapport à ce qu'on veut laisser aux autres. Et on imagine qu'il y a un gros sentiment d'injustice autour de ces affaires. Ah oui, un sentiment d'injustice et d'impunité. Donc on est partagé entre ces deux sentiments. On est conscient depuis le début de notre combat que c'est des procédures judiciaires qui peuvent être longues. La chose en fait qui nous peine un peu, qui nous révolte un peu, c'est le fait qu'avec un élément aussi lourd que la vidéosurveillance que tout le monde a pu voir, qu'on soit encore quasiment au même point. Parce que le statut de témoin assisté, c'est quand même quelque chose de léger par rapport à la perte de mon papa aujourd'hui. On a quand même quelqu'un qui a perdu la vie à la suite de violences. Donc, c'est important pour nous de continuer par rapport à ça et d'essayer de faire avancer les choses. On est malheureusement tributaire de la décision du juge, mais rien ne nous empêche d'essayer à notre façon et avec nos armes de faire avancer le dossier. Est-ce qu'on a pu vous expliquer qu'est-ce qui était différent dans votre cas et dans celui de Michel Zecler, puisque lui, son affaire est déjà clôturée, les policiers ont été condamnés, il a été indemnisé. Donc qu'est-ce qui explique la lenteur du traitement pour vous et la rapidité pour lui, par exemple ? Pour nous, il n'y a pas de mystère, c'est la pression médiatique et la pression populaire. Et c'est ce qu'on essaie aussi de créer par rapport à la situation qui est la nôtre, puisque on a vu tout de suite avec l'affaire Michel Zecler que ça a fait la une des journaux, que les médias en ont fait une affaire nationale. Et en Guadeloupe, dès qu'il y a des faits divers, dès qu'il y a des problèmes d'injustice, on le voit aussi pour le chlordécone, nos problèmes n'ont pas tendance à traverser l'Atlantique, comme on le dit souvent. Et donc nous, aujourd'hui, c'est notre combat, on essaie de faire comprendre que là, sur ce dossier, et pas que le nôtre, il y a beaucoup de problématiques sur lesquelles on doit mettre le doigt et qu'on doit pouvoir traiter. Et en fait, on est juste face à des dénis de justice dans notre affaire, dans plusieurs affaires. Et c'est ce contre lequel on se bat, puisque c'est quand même la base de notre société, la justice. Si la justice n'est pas respectée, ça devient problématique. Alors beaucoup de gens ont été surpris par cette affaire, la façon dont ça s'est déroulé, dont les faits se sont déroulés, puisqu'on a pu avoir accès effectivement à cette vidéo et bien voir de nous-mêmes comment l'interpellation s'est produite. 2 ans où vous êtes mobilisés, vous avez rencontré beaucoup de soutien, comme vous l'avez dit, et on va écouter d'ailleurs Rokhaya Diallo. Et mes prières sont en votre direction, en particulier envers sa famille, envers Fatia et Christophe. J'espère que votre mobilisation portera ses fruits et vous permettra d'obtenir justice pour Claude. Pour soutenir la famille de Claude et rendre justice à une chose qui ne peut pas et qui ne doit plus se reproduire. Donc, en cas contre ces autres, nous ensemble... C'est pour donner la force à la famille de Clodo. Ok, boum boum. Pour Clodo. Venez entre amis, venez en famille, venez même tout seul pour qu'on se mobilise pour demander justice. La mort de Claude Jean-Pierre nous ramène à ce passé de la Guadeloupe, un passé très présent, fait de discrimination et d'oppression. La famille de Claude Jean-Pierre demande légitimement à connaître les responsables de la mort de cet homme sans histoire, de ce père de famille. Et il n'y a toujours pas de réponse. Bel hommage pour M. Clodo. Eh bien, nous avons soutien de famille. Donc, nous avons compté 6 autres toutes. Yes, I.
Donc des messages qui viennent effectivement d'artistes, de personnalités, de journalistes, d'un peu partout. Tout le monde est sensibilisé par cette affaire, pourtant ça n'avance pas plus vite. Vous pensez qu'on vous punit vraiment ? Qu'on nous punit, c'est pour nous une double sanction, puisqu'on a déjà le deuil, qui est compliqué à faire dans ce genre de situation. En plus, on a un dossier juridique qui n'avance pas. En fait, qui n'avance pas suffisamment vite selon nous, et pas que nous. Donc forcément, si on réussit à toucher autant de personnes, autant de personnalités, de sensibilités différentes, et bien souvent qui ne s'expriment pas aussi sur ce genre de faits divers, c'est que là on a l'impression quand même de réussir à faire front commun avec beaucoup de personnes venues de différents horizons. Donc ça nous encourage aussi dans notre combat. Ça montre que le combat est noble et que beaucoup de personnes peuvent s'identifier à ce qu'on a subi. Et en fait, le fait de perdre un être de cet âge-là également, ça représente quelque chose, surtout pour nous aux Antilles, où les anciens restent la mémoire de notre histoire. Hein. C'est eux qui nous ont éduqués, c'est eux qui nous racontent le passé pour qu'on puisse construire un meilleur avenir. Donc, tout ça, je pense, a beaucoup touché. En plus, les images qui montrent clairement ce qu'on avait dit dès le début de cette histoire, Fatia, moi, nos avocats, etc. Donc, ça montre, je pense, que tout le monde est unanime pour dire que sur ce dossier-là, il y a un problème et qu'on doit trouver une solution ensemble pour que cela ne se reproduise plus. Alors, et au niveau, on en viendra sur votre fonctionnement de couple, à savoir si ça a un impact ou pas, puisque ça dure quand même. Beaucoup d'orages ici en Guadeloupe, hein, il y a le temps qui n'est pas très content. En tout cas, on vous voit toujours tous les deux unis, soudés. Est-ce que cette histoire n'a pas quelques conséquences quand même sur vos rapports à tous les deux ? Puisque ça prend énormément de place. Vous êtes quasiment toujours mobilisés en fait. Oui, on est toujours mobilisés. En fait, à la base déjà, on est un couple soudé, fusionnel. Et en fait, le fait d'avoir greffé, on va dire, ce combat à notre couple, ça nous a plus fortifiés. En fait, loin de là, ça ne nous a pas affaiblis, ça n'a pas changé notre couple. On vit différemment. C'est-à-dire que, comme par exemple, là, on est avec vous aujourd'hui, alors qu'il est très tard chez nous. Donc, on vit différemment, mais c'est pas pour autant que ça empiète sur notre vie privée, sur notre couple. Ça empiète forcément, mais on est dans la mesure. On essaie aussi bien que possible de respecter des temps pour nous et des temps pour le monde du militantisme, parce que c'est important. Vous arrivez à faire ça, avoir du temps pour vous ? C'est compliqué. On se fait violence, mais on arrive de temps en temps à le faire. Pas aussi souvent qu'avant, mais on arrive à le faire. Parce que quand on dit aux téléspectateurs que vous êtes mobilisés chaque semaine, c'est vraiment chaque semaine et plusieurs jours par semaine. Et parfois même en pleine semaine. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à côté, on a nos vies professionnelles, puisque ça demande aussi beaucoup d'efforts financiers. Tous ces combats, toutes les luttes, on aide quand on peut aussi également. Donc, c'est comme Fatia l'avait dit aussi à un moment donné, on a décidé de mettre nos vies entre parenthèses pour mener cette lutte. Parce qu'on le doit à Claude, on le doit aux Guadeloupéens qui nous soutiennent. Donc, c'est avant tout notre combat. Donc, si on ne le mène pas, on ne peut pas entraîner les gens avec nous. Donc, si on n'est pas solide aussi derrière ce qu'on dit et ce qu'on veut amener comme changement, donc forcément, on perdra aussi en crédibilité. Donc, nous, on a envie d'être constant. On a compris que dans ce genre d'affaires, il faut aussi bien une pression médiatique que populaire. Donc, on essaie de faire en sorte de tenir le cap et de ne pas perdre le fil de notre combat. Et plus largement, votre famille, mais dans un sens plus large, puisque c'est vrai qu'on vous voit tous les deux, vous êtes vraiment l'image du militantisme sur cette affaire, mais on ne voit pas beaucoup le reste de votre famille. Qu'est-ce qu'ils en disent ? Alors, le reste de la famille reste assez discret. On a les frères et sœurs de mon papa qui restent assez discrets, qui suivent le dossier judiciaire, mais qui ne sont pas trop dans la médiatisation, on va dire. C'est pour ça que, comme tu dis, on est l'image de ce combat, mais on a énormément de personnes derrière nous. On a les frères et sœurs, on a les neveux et nièces qui nous soutiennent beaucoup, qui nous aident beaucoup dans toutes les démarches qu'on entame.
c'est des personnes qui sont présentes, on va dire, dans l'ombre. Qui est tout aussi important que tous les autres qu'on a. Très bien. Donc même au niveau de la famille au sens large, vous êtes très soudés à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Et c'est ce qu'on fait toujours. On remercie toujours nos proches qui nous ont aidés depuis le début, qui nous ont aussi guidés dans ce combat et qui nous entraînent encore aujourd'hui, qui nous donnent toujours la volonté d'avancer, de ne pas lâcher en fait. Sur ces pratiquement 2 années de combat, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Les choses les plus marquantes, c'est la solidarité et la fraternité. En fait, on est parti, on va dire, jeune en France, avec l'espoir d'avoir une meilleure vie professionnelle. Et en fait, on retourne chez nous en Guadeloupe, on retournait chez nous tous les 2 ans à peu près. Et on n'était pas conscient, en fait, de cette solidarité qui était mise en place. Et vraiment, pour tout le temps on a passé après le 3 décembre en Guadeloupe, on s'est rendu compte, en fait, qu'on a un peuple fort, solidaire, uni. Et en fait, ça, on l'a tout de suite vu avec la création du collectif contre violence à gendarme, qui est encore aujourd'hui actif. On a aussi vu la mobilisation des artistes, des personnes inconnues. Et tout ça, c'est vraiment une richesse, en fait, une espèce de communauté qu'on a pu créer qui fait du bien, qui montre en fait que face aux drames qui peuvent nous toucher tous les jours et qui nous touchent tous les jours et depuis des décennies, depuis même plusieurs années en Guadeloupe, on sait faire front. On a encore du travail, beaucoup d'avancées encore à faire, mais les choses qui m'ont vraiment marqué, c'est cette solidarité, cet amour qu'a su nous donner les Guadeloupéens. Et bien sûr, toutes les personnes qu'on a rencontrées ailleurs. Est-ce qu'il ne faudrait pas que la communauté se renforce encore ? Oui, c'est pas suffisant, c'est clair. Je pense qu'on peut faire des choses encore mieux et tous ensemble, c'est-à-dire qu'on arrive à toucher un cercle de militants, un cercle d'associations déjà qui sont en lutte, qui défendent les intérêts des Guadeloupéens. Ça n'a pas commencé avec nous. Nous, on s'est inspiré de personnes qui ont lutté bien avant nous. Il y a des collectifs en lutte. On a énormément de respect pour tous ces militants qui ont défendu les causes guadeloupéennes, qui nous ont épaulés aussi également dans notre combat. Mais c'est pas une fin en soi, en fait. Il faut toujours aller plus loin. Il faut toujours être plus ambitieux. Et je pense que le gros et ce qui est toujours le plus compliqué, c'est de toucher la grosse masse, en fait. Puisque il faut pouvoir créer cet émoi populaire encore plus large qui montre que oui, au demain, on va dans la rue, on interroge n'importe quel Guadeloupéen sur Claude Jean-Pierre, qui puisse dire oui, non, là, franchement, c'est vraiment une injustice, c'est pas normal que ce drame reste impuni. Donc nous, c'est notre objectif, toucher encore plus large. Si on peut réunir, comme je l'ai dit tout à l'heure, différentes personnes avec différentes sensibilités, que ce soit politique, artistique ou en fonction du corps de métier, et les unir autour de cette cause, ce qu'on a quand même réussi à faire, c'est déjà un bon point, mais je pense qu'on peut aller encore plus loin, puisque notre communauté est très grande. Elle ne s'arrête pas qu'à nous les Antillais, et ça, on l'a vu quand on est parti au Mexique, avec tout le soutien qu'on a eu du point de vue international. Donc je pense qu'il ne faut pas se fixer de limites, et que si on veut vraiment faire évoluer les choses dans la société, c'est ensemble, c'est tous ensemble. Et je propose de regarder justement des interventions d'Harry Roselmack, de Little Doll ou encore de Lorenz. Notre citoyenneté ultramarine est aujourd'hui fragilisée. Beaucoup d'afro-descendants, beaucoup d'ultramarins se questionnent sur leur rapport à la République. Mais le dernier rempart, ce qui fonde encore notre rapport à la chose publique, à la République, c'est son institution judiciaire, c'est sa justice. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous nous rassemblons pour demander une justice pour Claude Jean-Pierre, cette justice qui doit passer, quelles que soient les victimes et quelles que soient les mises en cause. Justice pour Claude Jean-Pierre, c'est pour cela que nous sommes rassemblés aujourd'hui. Faisons en sorte que cela avance. Bonjour à tous, c'est Nutty et je fais cette vidéo en soutien à la famille de Clodo parce qu'il y a des choses qu'on ne peut plus laisser passer.
Pendant que le mensonge prend l'ascenseur, souvent la vérité prend l'escalier, mais elle au moins, elle est sûre d'arriver. Tiens, Béret. Je peux être visé, je ne fais qu'être moi, mais pour eux je suis né coupable. Si je devais venir à manquer, aurais-je toujours une place dans ton cœur? Je ne devrais pas, mais pourtant j'y pense. Je peux partir pour rien du tout. On vit dans un monde tellement fou. Justice pour Clodo. Alors, on va comprendre qu'on veut dire, d'une bonne force là, ça nécessaire, toujours une énergie positive. C'est là, je vais le regarder. Avec des enquêtes comme avec M. Cédric Chouviat, qui est mort lors d'un contrôle routier, ou encore M. Claude Jean-Pierre, 67 ans en Guadeloupe, qui lui aussi est mort lors d'un contrôle routier, M. Adama Traoré, on peut en prendre beaucoup d'autres, eh bien qu'il y ait des enquêtes avec des sanctions. Vous vous rendez compte qu'en France... Alors effectivement, on disait aussi qu'on comparait un peu les deux affaires, celle de George Floyd et celle de Claude Jean-Pierre, pour les circonstances effectivement dans lesquelles ces deux hommes sont morts. On voit que la police continue effectivement à maltraiter les afrodescendants et les exécuter au passage, notamment. Est-ce que vous pensez qu'il y a une chance pour qu'on évolue vraiment sur cette question ? Alors, clairement, ça passera par de la politique. Ça passera par de la politique et par des décisions politiques. Puisque nous, par exemple, au sein des familles, on est tous unanimes pour dire qu'il y a un article de loi qui est la L435-1, qui a été voté sous le gouvernement de François Hollande et qui, en fait, suite aux attentats qu'il y avait eu, ils ont créé une loi pour légitimer l'autorisation des armes à feu des forces de l'ordre. Sauf que c'est un texte qui a été fait dans la hâte, on peut le comprendre par rapport au drame qui s'était produit, mais on se rend compte que dans la pratique, en fait, dès qu'il y a une bavure, dès qu'il y a un homme mort suite à une interpellation ou un contrôle policier, ils se rangent tout de suite derrière cet article de loi qui les protège. Et donc, c'est un problème, c'est un véritable problème. Il y a un avocat, justement, qui en avait parlé, beaucoup mieux que moi, et qui posait ce problème de l'interprétation, en fait, de l'interprétation de la loi et de la manière dont elle est mise en place. Ça, c'est des combats qu'on mène. C'est pas évident. C'est pas évident de le faire avec nos petits moyens, puisque toutes les familles, on est livrés à nous-mêmes. On n'est pas une puissance, une force politique. On a quelques organisations politiques quand même qui nous soutiennent. Mais après, il faut vraiment pouvoir être assis sur la table des décisions pour pouvoir avoir des débats et trouver ensemble des solutions pour que ces scènes cessent. Depuis le début de l'année, on a eu au moins 5 ou 6 personnes qui sont mortes face à des refus d'obtempérer. 8 depuis le début de l'année. Ouais. Voilà, tu vois. Donc, c'est exponentiel, en fait. Donc, pour vous, il y a un gros risque, effectivement, de banalisation un peu et cette impunité qui naît au sein des forces de l'ordre ? C'est ça. C'est ce contre lequel on se bat. On se bat contre ce déni de justice qu'on dit dès le début. Et puis ensuite, on s'est rendu compte aussi que dès que des policiers... après, le but ici n'est pas de cracher sur les forces de l'ordre, loin de là. C'est pas notre but, c'est pas notre combat non plus. On veut juste qu'il n'y ait pas deux poids, deux mesures, en fait. Ce sont des citoyens comme tout le monde. Il n'y a personne au-dessus des lois. Donc, quand ils font des fautes, ils doivent être punis comme tout le monde. Donc, on s'est rendu compte, par exemple, que dès qu'il y a des histoires avec des forces de l'ordre impliquées, tout de suite, il y a une criminalisation de la victime qui est mise en place. Pareil, c'est ce qui avait été un peu fait avec Claude suite à la conférence de presse de nos avocats, où on a le procureur de la République qui nous avait expliqué que Claude avait tenté de fuir. Voilà, il y avait un refus d'obtempérer. Ils ont essayé aussi d'appuyer sur son taux d'alcoolémie, des choses comme ça. Voilà, et on est loin de tout ça aujourd'hui, et tout le monde a pu le voir avec la vidéo et avec tous les témoignages que nos avocats
notamment, ont pu faire. Donc, si vous n'avez pas en face une famille qui se bat pour rendre justice à son défunt, sachant qu'en plus qu'on a quand même perdu un être cher, c'est une famille qui souffre. Aujourd'hui, comme tu le disais tout à l'heure, les frères et sœurs de Claude, ils en souffrent encore terriblement aujourd'hui. Donc, c'est compliqué pour eux. Donc, ils ont perdu un frère, Fatia a perdu son père. Malgré ça, tous les week-ends, elle doit être dans des manifestations. Il faut se mettre un peu à la place des gens aussi, comprendre qu'il n'y a aucun accompagnement pour les familles et qu'on est livré à nous-mêmes et que si on ne se bat pas, c'est peine perdue. Est-ce que vous avez déjà échangé avec des forces de l'ordre pour essayer de comprendre un petit peu leur état d'esprit sur ce genre d'affaires? Moi, je connais des policiers dans mon entourage, j'ai déjà échangé plusieurs fois avec eux. Et on se rend compte quand même qu'il y a un problème qui est vraiment au sein de l'institution, parce que les policiers, il y a des policiers qui se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils sont les premiers à dire que quand un d'entre eux faute, puisque ça met à mal aussi leur institution, ça donne une mauvaise image d'eux. Donc eux, après, qui veulent peut-être faire bien leur travail, ils sont mis en difficulté puisqu'ils renvoient une mauvaise image. Visiblement, on a un petit souci de son, Christophe. Est-ce que tu peux regarder de ton côté, puisqu'on n'entend plus? Non, on n'a rien touché. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Vous êtes de retour. Oui. Tu nous disais? Je ne sais plus où ça a coupé, je pense. Donc, non, on disait que oui, on connaît des policiers avec qui on a déjà échangé. Même eux, ils sont consternés par les conditions de l'interpellation de Claude et le traitement qui lui a été infligé. Et même eux, ils ont du mal à comprendre que jusqu'à maintenant, il n'y a pas un minimum une mise en examen. Donc eux aussi, ils admettent qu'il y a des dysfonctionnements dans ce système, mais seulement, c'est toujours la même chose. Eux, ils ont pas trop non plus leur mot à dire. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des questions qui sont politiques. Il faudrait quand même, à un moment donné, s'asseoir autour d'une table, voir avec les familles qui ont été victimes, et pas que, puisqu'on a bien vu ce qui s'est passé pendant les mouvements sociaux qui avaient récemment. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de collectifs, il y a beaucoup d'organisations qui luttent contre ce genre de choses. Il y a eu aussi le problème des Gilets jaunes, où il y a eu beaucoup d'éborgnés. On a eu aussi le problème du Stade de France récemment avec la finale de la Ligue des Champions. Donc ça montre bien qu'il y a quand même des problèmes à régler. C'est pas nous qui les inventons, ces problèmes. On les trouve et puis on les subit ensuite. C'est sûr, c'est sûr. Et il faudra qu'ils reconnaissent leur culpabilité, comme c'était le cas d'ailleurs, tu l'as très bien souligné, pour le Stade de France, où ils ont essayé de se disculper comme d'habitude dans un premier temps. Mais quand on a des preuves accablantes, ça peut être un peu compliqué. Parce qu'on ne va pas tarder à se quitter. J'ai une dernière vidéo de Fatia à passer, mais je voudrais quand même que tu parles à la population, à ceux qui ne sont peut-être pas encore au courant de cette affaire, et que vous nous expliquiez clairement ce que vous attendez. Alors aujourd'hui, presque 2 ans après le début de notre combat, un combat qui repose sur une demande de justice suite au décès de mon papa le 3 décembre 2020. Il a été violemment extirpé de son véhicule. Il a perdu la vie après 12 jours de combat à l'hôpital de Pointe-à-Pitre. Nous, aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est une mise en examen des personnes qui ont opéré ce contrôle. C'est aussi, en fait, une prise de conscience de la souffrance engendrée par toute cette procédure. Donc, on continue à se battre. On n'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas de mise en examen et de procès. Un procès qui permettra que ces personnes répondent de leurs actes, tout comme aurait pu le faire une personne lambda. Donc l'insigne n'est pas une protection. On n'est pas dans un système anti-police. On est conscient qu'il y a des mauvais éléments comme dans tous les corps de métier, et ces personnes-là, il faut savoir les mettre à l'écart, tout simplement. Donc nous, on se bat aujourd'hui pour une mise en examen. On se bat pour que la mort de mon père ne reste pas impunie. Et c'est aussi c'est notre moteur aujourd'hui. Donc on tient à remercier la population qui nous a toujours soutenus depuis le début. Ça, c'est important. Merci à toutes les personnes qui sont avec nous aujourd'hui dans ce combat. Toutes ces personnes qui nous envoient du soutien, de l'amour, c'est important. C'est toujours agréable et toujours bon à prendre.
Donc, un grand merci à la population qui nous soutient. Merci à toutes les personnes qui pourraient aussi apporter leur pierre à l'édifice. On ne se bat pas que pour le nom de mon père, on se bat aussi pour notre société, pour avoir une société meilleure. Donc, on est devenus malgré nous des militants. Donc, on souhaite continuer dans ce chemin, et le soutien et l'amour de la population, c'est quelque chose d'important, et de notre famille, de nos soutiens de tout le monde. Christophe, ton mot de la fin. Alors oui, avant tout, remercier toutes les personnes qui sont à nos côtés dès le début, les artistes, les associations, les collectifs, les journalistes. On a vraiment été entouré de personnes bienveillantes, et on est vraiment reconnaissant pour ça, parce que c'est cette force qui nous donne le courage d'avancer et de continuer une lutte qui est vraiment pas évidente. On le fait pour l'intérêt commun, comme Fatia le disait. Nous, on n'est pas là pour briller, on ne demande pas d'argent, on ne demande rien de tout ça. Si on aurait très bien pu s'en passer, on avait notre petite vie, on aimerait retourner parfois notre petite vie, mais c'est plus possible, après tout ce qu'on a vu et tout ce qu'on a compris. Donc notre combat nous a amené à rencontrer des gens à l'international, au Mexique, en Amérique latine, aux États-Unis, en Afrique. Donc c'est important de comprendre que tous ensemble, quand on est unis, on peut faire bouger les choses. Et c'est ce message-là qu'on envoie, beaucoup d'unité, beaucoup de solidarité, de fraternité. On a besoin de vous, mais on le fait aussi pour vous. Donc soyons solidaires, soyons unis, et on pourra faire avancer les choses pour Claude et éviter que cela se reproduise pour la suite. Merci beaucoup à vous deux pour votre témoignage ce soir. On rappelle quand même que le papa donc de Fatia, Claude Jean-Pierre, est décédé des suites d'un contrôle de gendarmerie qui a mal tourné. L'interpellation était quand même assez violente, et donc l'homme, malgré le fait qu'il se soit battu effectivement pour sa survie, eh bien il n'aura pas tenu. Et donc le 3 décembre 2020... maintenant, ça fait quand même pratiquement 2 ans que ça traîne en longueur, et c'est quand même important de faire des petits rappels pour ne pas effectivement que cette affaire tombe dans l'oubli avant qu'il y ait eu mise en examen et procès en bonne et due forme. En tout cas, merci beaucoup à vous deux pour la lutte que vous menez, et on se quitte sur des images de Fatia qui était en compagnie de Tiwoni qui ne mâche pas ses mots, vous le savez. Une bonne soirée à vous sur Canal 10, on se retrouve demain. Que Babylone a lâchement assassiné à Ouaga. Hey, la sœur Fatia et le frère Christophe, ils sont là, ils se battent, cœurs et âmes. N'ayons pas peur de leur apporter leur soutien pour que Babylone sache que ce qu'ils font, c'est pas bien et qu'on n'accepte pas ça. Fatia, est-ce que tu me leur dis un petit mot? Merci Thiro. On est là aujourd'hui avec Christophe. On a un de nos plus grands soutiens qui est là avec nous, qui nous donne la force. Merci Thiro. Mon père a été assassiné en Guadeloupe. Il est parti, il nous a quittés le 3 décembre 2020, assassiné par 2 gendarmes en Guadeloupe. Ces 2 gendarmes travaillent encore, ils ne sont pas punis, on n'a pas de procès. Donc on se bat aujourd'hui pour dénoncer tout ça, pour dénoncer l'impunité, les inégalités, tout ce qu'on subit chez nous en Guadeloupe. Donc merci. J'ai brûlé pour eux.